Vous écoutez la radio pour la paix internationale. You're listening to Radio for Peace International. Escuchas la radio por la paz internacional. Sie hören Radio für internationalen Frieden. Ascolti la radio per la pace internazionale. Bonjour à tous, merci d'écouter RFPI, les 16h à Moscou, 15h à Paris, bienvenue. Face à la crise du coronavirus, de nombreux gouvernements africains ont pris des mesures pour limiter les conséquences économiques sur les personnes actives. Mais les moyens sont faibles et ne parviennent pas à soutenir tous les secteurs économiques. Et voilà que les pays riches du G20 et les instances multilatérales interviennent avec une posture philanthropique en annonçant de grandes mesures d'aide à l'Afrique, mais il n'en est rien. Au contraire, le continent risque de payer plus cher cette suspension du service de la dette. Notons que parmi les membres du G20, on trouve des paradis fiscaux ou des experts des stratégies agressives pour obtenir des avantages fiscaux. Idriss Liench, entouré d'experts, nous éclaire sur le sujet. You're listening to Radio for Peace International. Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Liench. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlons une fois de plus du coronavirus. La pandémie a déjà fait plus de 2 millions de cas dans le monde et on parle aujourd'hui des morts en termes de centaines de milliers. L'Afrique est légèrement épargnée, mais les gouvernements ont déjà commencé la riposte, surtout sur le plan économique. Les pays du G20 et tous les partenaires se sont mis dans la danse pour essayer d'accompagner le continent dans sa démarche. Mais de nombreuses associations sont en train de dire que cette solidarité internationale se fait en demi-teinte. Nous allons causer avec des experts aussi bien au Mali, au Niger qu'au Cameroun pour pouvoir décortiquer cette solidarité internationale pour l'Afrique face au coronavirus. Voilà pour la une, à très bientôt pour les détails. Africaines et Africains, le mois a encore été très dur dans le monde avec la pandémie du coronavirus. Plus de 2 millions de personnes ont été atteintes par le virus. Plus de 800 000 morts. On est pratiquement en train d'approcher le million de morts. C'est une catastrophe internationale, mais c'est aussi une catastrophe économique. Et l'Afrique est au premier rang des victimes. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point il aurait été peut-être important d'économiser au maximum les ressources en termes de dépenses fiscales afin de pouvoir faire face à cette maladie, car la région a été abandonnée. On a annoncé un plan d'aide des pays du G20, les 20 pays les plus riches de la planète, mais aussi un plan du FMI et toutes ces institutions multilatérales. Mais avec notre ami Pipo, qui est un dénoncier d'une petite boutique de proximité au Cameroun, nous allons apprendre que cette riposte reste encore une réponse macro et qu'au niveau des petits agents économiques, il y a encore du chemin à faire. Écoutez cette interview que j'ai eue avec lui. Alors, Pipo, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu tiens une petite échoppe de vente de proximité, c'est-à-dire que tu approvisionnes les familles dans les quartiers qui ne peuvent pas forcément arriver en ville. Avec le coronavirus, est-ce que le gouvernement a déjà annoncé des mesures pour vous soutenir ou vous a déjà soutenu depuis que la pandémie commence avec des mesures notamment de limitation de mouvement? Jusqu'ici, aucun mouvement, ni pour le soutien, ni au niveau de la prise de mesures pour nous accompagner dans ce que nous faisons déjà aujourd'hui, parce que ce que nous faisons n'est pas facile. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance que nous, les petits commerçants, nous avions au niveau des quartiers. Tu vois, puisque déjà on permet aux gens de ne pas toujours se rendre au marché, on permet aux gens de gagner en temps, on permet aux gens, genre tu peux être à la maison, tu es peut-être souffrant, tu commissionnes l'enfant à la boutique. En fait, on facilite les mouvements, mais et vous limitez la propagation, parce que vous empêchez que les gens aillent en ville et fassent grossir la propagation du virus. Exactement. Ben, bon, sauf que après on
on se sent abandonné. Le gouvernement ne prend vraiment pas de mesures pour nous accompagner dans ce que nous faisions. Donc c'est un peu très difficile en ce moment. D'accord. Alors, quel est ton sentiment lorsque je t'apprends par exemple que vous contribuez grandement à mobiliser la plus importante ressource fiscale de l'État, la TVA, parce que c'est vous les derniers sur la ligne de commercialisation des produits. Vous payez des patentes, des petites taxes qu'on vient tout le temps récolter chez vous. Mais lorsqu'il faut soutenir, le gouvernement a tendance à apporter son soutien à de grosses entreprises, avec des abattements d'impôts et surtout des entreprises multinationales. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que voilà comment, au niveau de l'État, on pense à aider le secteur privé face au Covid? Non, mais là, c'est très alarmant. C'est très alarmant parce qu'on ne peut pas penser plus haut sans commencer à penser bas. Voilà. Donc si on se retrouvait peut-être dans une chaîne alimentaire, on dirait que nous sommes le premier maillon. D'où l'importance, nous sommes d'une importance capitale. Déjà que nous permettons aussi aux plus pauvres de vraiment s'approvisionner. Mais bon, le fait de ne penser qu'aux grandes multinationales, aux grandes entreprises, je pense que c'est en quelque sorte une façon de vouloir tuer l'économie. Vous pensez que c'est injuste au-delà de tuer l'économie? Est-ce que vous pensez que c'est injuste ou alors vous pensez que c'est tout à fait normal? Non, c'est très injuste, monsieur Idriss. C'est très injuste. À de moments, on a l'impression qu'on n'existe pas. Voilà, c'est très injuste parce que cette grande surface dont on apporte le plus de soutien, ce sont celles-là qui bénéficient aussi en même temps de beaucoup d'avantages. Ce sont celles-là qui donnent le rythme sur les marchés. Ce sont celles-là qui se permettent de faire des augmentations vraiment très anormales. Nous payons les frais. Nous payons les frais. On n'a pas de quoi faire de grosses enveloppes à qui que ce soit. Du coup, ça donne ce que ça donne. D'accord. Dans le même temps, c'est-à-dire qu'au-delà du secteur de la distribution, évidemment, on ne va pas revenir sur les gros noms du secteur de la distribution qui ont des avantages fiscaux. Le gouvernement de ton pays, le Cameroun, comme beaucoup de gouvernements africains, a très souvent accordé des cadeaux fiscaux à des entreprises pétrolières, minières, parce qu'elle veut attirer les investisseurs. Est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui, que cette stratégie a marché et qu'en tant qu'acteur économique, vous jouissez des avantages d'une telle façon de faire? Pas vraiment, parce que pour être grand, on est d'abord petit. Bon, s'il fallait qu'on arrive à un moment où on ne va que regarder les plus grands, que faire donc des petits? On laisse les petits ou parce qu'il faudrait bien que ces petits-là grandissent pour devenir grands. Monsieur Idriss. Donc vous vous rendez compte que c'est une façon de faire vraiment qui, dans l'ensemble, ne pourra pas nous permettre d'arriver à un certain niveau sur le plan économique. Et s'il y avait une requête à faire à l'endroit du gouvernement, ne serait-ce que sur le plan de la justice sociale et de la justice fiscale, qu'est-ce que vous demanderiez? Quelles seraient vos attentes? Bon, moi je proposerais que pour les plus petites surfaces, que le gouvernement soit un peu indulgent. Voilà, au niveau des contrôles, au niveau de la distribution, parce que vous voyez, aujourd'hui on fait face à beaucoup de contrôleurs. Il y a le contrôleur régional, il y a le contrôleur national, il y a les contrôleurs qui viennent des communes, il y a les contrôleurs qui viennent à deux mois même des brigades. Vous voyez un peu. Et à chaque fois que ces gens passent, on ne se sent pas bien parce que toujours est-il déjà qu'ils ne nous informent pas réellement de ce qu'ils attendent de nous, mais pour la plupart du temps quand ils arrivent c'est pour nous donner des cours. Bon, maintenant en tant que quelqu'un qui doit être rentable tous les jours, je me base qu'on ne fait même pas ma sécu. Il va falloir qu'on s'entende et après moi ça ne m'avantage pas du tout. Ils seront des centaines de millions comme Pipo en Afrique à véritablement attendre une aide concrète de leur gouvernement. Et rien n'indique qu'à ce jour ce sera possible, car l'Afrique a dit qu'elle a besoin de 100 milliards de dollars pour pouvoir apporter déjà une réponse de compensation. Mais après, il faudra soutenir l'évolution des économies. Et rien n'est moins sûr. En plus de cela, ce n'est pas toujours très transparent la façon dont les ressources sont collectées et sont gérées dans le cadre de la réponse au Covid. Nous avons essayé d'échanger avec Idrissa Ali. Il est le président du ROTAB. C'est un réseau d'ONG pour la transparence budgétaire qui est basé au Niger.
Écoutez l'entrevue qu'il a eue avec une collègue journaliste qui est sur place, Sandrine Gagne, et qui travaille pour la plateforme internet Niamey les 2 jours. Pensez-vous que ces mesures prises par le gouvernement sont efficaces? Bon, pour nous, les mesures, le Niger ne fait pas exception aux autres pays. C'est-à-dire, tous les pays essaient d'adapter leur concept, leur contexte au contexte, à la situation. Des mesures qui sont prises par les différents pays. Et c'est ainsi que vous voyez au Niger, on a d'abord, compte tenu que c'est Niamey qui présente le foyer isolé Niamey du reste du pays. Et au fur et à mesure, d'autres mesures sont venues se greffer pour éviter la propagation du virus. Pour nous, c'est dire que tous les pays essaient quand même d'adapter le contexte national à la situation générale de pandémie du Covid-19. Pensez-vous que ces mesures sont efficaces au Niger? L'efficacité, oui, dans le sens que c'est difficile de dire que c'est efficace. Mais nous constatons que le Niger quand même arrive à maîtriser la pandémie. Ça veut dire que ça n'a pas pris autant d'ampleur que dans certains pays. Ça veut dire que les mesures qui ont été édictées sont efficaces et que c'est sûr qu'en Afrique en général, dans ce contexte de pauvreté extrême, il est difficile de confiner des gens dans le sens de respect strict des normes, parce que même le savon et l'eau restent problématiques pour certains, à la consommation d'abord quotidienne. Et avec cette affaire de Covid, c'est sûr que voilà de telles réalités auxquelles on... Mais pour la question d'efficacité, nous constatons bien que la pandémie arrive à être maîtrisée, la pandémie arrive à être circonscrite. Donc pour nous, on ne peut que saluer et encourager de telles mesures, mais peut-être au cas par cas, voir selon les villes, selon les régions, selon les modes de vie, et tout ça. L'enjeu majeur reste encore qu'il y a le mois de Ramadan qui s'approche. Dans la fin de la semaine, on envisage quelles vont être les précautions qui vont être prises pour qu'on évite. Vous savez bien, en période de Ramadan, les gens ont des repas communs, en groupe. Les gens essaient de faire les prières en groupe. Donc tout ça là, est-ce que ça va être, les gens vont pouvoir continuer sans pour autant prendre les mesures? C'est aussi ça des enjeux majeurs qui restent à venir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans le besoin reçoivent de l'aide appropriée? Ça, c'est sûr que même en situation normale, nos gouvernements n'arrivent pas à faire face aux besoins naturels des populations vulnérables. Dire qu'aujourd'hui les gens reçoivent le soutien approprié serait très fort pour notre avis. Mais vous voyez bien, il y a des bonnes volontés qui essaient de contribuer à juguler la pandémie, à pouvoir soutenir les plus démunis, les plus pauvres. Mais ça ne suffit jamais. Il faut bien qu'il y ait cet élan de solidarité nationale. Il faut qu'il y ait cet élan de contribution à lutter contre la pandémie d'une manière générale de tous les citoyens, et de par leur comportement, de par leurs gestes, et aussi de par les ressources de ceux qui en ont. Et comment sont mobilisées ces ressources? Est-ce que le processus est transparent? Nous voyons des contributions volontaires de citoyens, d'entreprises, d'organisations internationales. Maintenant, c'est sûr que c'est transparent la manière dont les gens recueillent les fonds. Mais la gestion, là, nous n'en savons rien. Il serait bien quand même que le comité qui est responsabilisé, c'est sûr qu'il y a des règles et des principes de gestion, puisse rendre compte au jour le jour aussi de la gestion de ces fonds pour pouvoir amener les gens à s'assurer que c'est vraiment utilisé à bon escient. Voilà pour nous peut-être des conseils et des recommandations que nous serions amenés à apporter au niveau du comité national
pour que les citoyens, pour que même les donateurs puissent avoir confiance, continuer à donner. Voilà des enjeux qui se posent à eux. Et on constate que les entreprises en ce moment vraiment participent. Ils sont assez solidaires du gouvernement dans la gestion de cette crise. Est-ce que finalement la société civile n'estime pas qu'il serait mieux de réduire les cadeaux fiscaux à l'avenir? Vous savez bien que les cadeaux fiscaux sont quand même une lutte permanente de la société civile pour demander à nos différents gouvernements d'y renoncer. Parce qu'on a vu l'inefficacité des cadeaux fiscaux dans tous les pays et qui crée les inégalités dans ces pays, des plus riches aux plus pauvres. Donc pour nous, si le gouvernement renonce, ça fera quand même plus de ressources au gouvernement. Le gouvernement n'a pas besoin de quémander. Ce sont des choses auxquelles ces compagnies n'ont pas droit dans une certaine lecture de la loi fiscale, mais que les gouvernants s'adonnent à pouvoir leur faire bénéficier de cadeaux fiscaux. Et arrêter cela, pour nous, dans ces périodes difficiles, ne peut être que justice rendue aux citoyens et qui permettra aussi au gouvernement d'engranger énormément de ressources qui peut aussi être utilisées. Parce que c'est sûr que après Covid-19, le monde changera. Et ça, c'est sûr. Et vous savez bien, dès aujourd'hui, même aujourd'hui, les indicateurs sont au rouge par rapport à beaucoup d'autres paramètres, par rapport à beaucoup d'autres. Aujourd'hui, il y a certains secteurs qui sont carrément aux arrêts. Donc, on ne peut que se préparer à une certaine difficulté dans les mois à venir après Covid-19. Sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la mobilisation même des ressources. Nous pensions bien que donc, nos gouvernements trouveront aussi les astuces nécessaires pour pouvoir amener à cette justice fiscale, à chacun de payer ce qu'il doit payer. Donc pour renoncer aux cadeaux fiscaux pour les plus riches. En posture d'invité, nous avons Brolaï Bagayoko. Il est le secrétaire permanent du comité d'annulation de la dette des pays du tiers-monde pour l'Afrique et aussi le secrétaire du comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Il a accepté de parler avec nous, de commenter avec nous cette décision prise par les pays du G20 d'offrir un cadeau aux pays les plus pauvres, notamment aux pays africains, en mettant une espèce de moratoire sur leurs dettes. Écoutez l'interview que nous avons eue par téléphone avec M. Bagayoko. L'invité du jour. Alors, M. Bagayoko, on le sait aujourd'hui, les pays du G20 ont décidé dans une grande annonce qui a été relayée par tous les médias qu'ils avaient apporté un moratoire sur le service de la dette des pays les plus pauvres, notamment une quarantaine en Afrique. Quelle est votre opinion déjà sur ce moratoire? Est-ce que finalement c'est le grand geste qu'on attendait? Il s'agit en réalité d'un report de paiement octroyé sur une partie de la dette 77 pays classés parmi les plus pauvres et au cas par cas, d'une durée de 8 mois comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2020. Ces reports ne concernent que la dette bilatérale à l'égard des États, soit 12 milliards de dollars, sur les 32 milliards de dollars prévus pour 2020. Dans le même temps, les pays vont continuer à rembourser les créanciers privés qui détiennent 8 milliards de créances et les créanciers multilatéraux qui détiennent eux aussi 12 milliards de dollars. Enfin, la période de remboursement sera de 3 ans, avec un délai de grâce de 4 ans au total. En d'autres termes, le remboursement prévu en 2020 pourra être reporté jusqu'à 2022 et échelonné sur 3 ans, majoré des intérêts accumulés. En 2022, 2023 et 2024, les pays devront rembourser le service de la dette de l'année en cours, plus celui de l'année 2020 étalé sur les 3 ans. Les paiements reportés seront majorés d'intérêts et de pénalités de l'État d'un montant de 12 milliards de dollars, passant de 23 milliards à 35,3 milliards de dollars.
c'est que les discours politiques ont annoncé une annulation massive de la dette africaine. Et après, nous nous sommes rendus compte que c'est un moratoire qui a été accordé. Et le moratoire, chose que suspendre le paiement du service de la dette pendant une période bien déterminée. Et le service de la dette, c'est le principal plus les intérêts. Voilà, ils ont annoncé cela. Et donc, l'annonce aussi, il y a un problème. Parce qu'ils ont annoncé que le moratoire porte sur la dette bilatérale d'un montant de 12 milliards et la dette privée d'un montant de 8 milliards, ce qui fait au total 20 milliards de dollars. Mais à la date aujourd'hui, nous ne pouvons pas confirmer ce montant de 20 milliards de dollars parce que tout simplement, et même ils disent qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu un accord concret avec les créanciers privés. Et donc, s'il n'y a pas eu d'accord concret avec les créanciers privés, on ne peut pas se permettre de dire que le moratoire obtenu porte sur 20 milliards. Donc, il porte sur 12 milliards actuellement, uniquement sur la dette bilatérale. En rappelant que le montant global de la dette des pays éligibles à l'initiative du G20 est estimé à un peu plus de 750 milliards de dollars. Et le moratoire accordé ne représente que 3,6% de ces montants, soit 1% du PIB du G20 en 2019, dans des 78 286 milliards de dollars, moins que le plan d'aide adopté par le Parlement allemand, 1100 milliards d'euros, puis des États-Unis, 2000 milliards de dollars pour faire face à la crise du Covid-19 dans leur pays. Cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan de la finance. L'annulation pure et simple, sans condition, de la dette est économiquement tout à fait possible, mais il n'y a aucune volonté politique pour aller dans ce sens. En tant que mouvement social, nous qualifions ce moratoire comme une arnaque, une fois de plus, car les créanciers ne vont pas renoncer à recevoir de l'argent. Cet accord ne réduit pas le stock ou le fardeau de l'Africaine, il ne fait que reporter les paiements. Or, la plupart des dettes réclamées à ces pays par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont illégitimes, illégales et odieuses, car elles n'ont pas servi les intérêts des populations. Ce moratoire ne va donc pas permettre aux pays africains de faire face à la situation sanitaire pour acheter du matériel médical et embaucher du personnel notamment. Alors déjà, il y a une chose qui n'est pas claire. Il semble qu'il y a des conditionnalités. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nous quelles sont les conditions, à quelles conditions les pays vont devoir éventuellement bénéficier de ce cadeau finalement qui, selon vous dire, est un cadeau entre guillemets? Des pays africains comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud et l'Algérie ne bénéficieront pas de l'initiative de suspension temporaire du service de la dette. Déjà, l'Afrique du Sud est membre du G20 et pour cela, elle ne peut pas bénéficier de cette mesure. De plus, elle fait partie avec l'Égypte de ce qu'on appelle les gros pays émergents. Le Maroc et la Tunisie ne sont pas bénéficiaires des appuis de l'Association internationale pour le développement, IDA, qui est une filiale de la Banque mondiale, car cela fait partie des conditionnalités dont on verra dans le prochain paragraphe. L'Algérie, quant à elle, est présentée comme un pays à revenus élevés. Donc voilà les pays qui sont exclus du bénéfice du moratoire et les raisons qui ont été avancées. On se rend compte que la France surtout a pris les devants pour dire à quel point elle a plaidé, elle est même allée plus loin, elle a demandé qu'on annule complètement la dette des pays du tiers-monde, notamment des pays africains. Mais lorsqu'on sait quand même, selon le classement du Corporate Haven Tax Index, de Tax Justice Network, l'indice sur les paradis fiscaux, que la France est l'un des pays avec la Grande-Bretagne qui soit le plus agressif en matière d'obtention de fiscalité avantageuse. Quel commentaire vous avez envie de faire sur ce rôle prétendu de la France? Je le partage entièrement parce qu'il faut savoir que la dette est à la fois un outil de transfert de richesse et un instrument de domination politique, donc une nouvelle forme d'esclavage. À titre d'illustration, Global Finance et la Banque africaine de développement ont estimé
la fuite illicite des capitaux entre 1970 et 2008 à plus de 1000 milliards de dollars rien que pour les pays africains. Cela représente environ 4 fois le montant de la dette de l'Afrique et 56% de son PIB en 2008. L'hémorragie illicite des ressources de l'Afrique représente près de 4 fois sa dette extérieure, constate un rapport conjoint de la Banque africaine de développement et Global Finance Integrity. À noter aussi que les prêts des banques du Nord aux États du Sud en 2011 étaient de 124 milliards de dollars. Les dépôts des riches des pays en développement dans les banques du Nord en 2007 étaient aussi de 2380 milliards de dollars. Les dettes générées par la fraude fiscale, environ 450 entreprises, des chiffres d'affaires inférieurs aux marchés publics qui leur ont été attribués courant 2010 et 2011. La Commission économique des Nations Unies révèle que les flux financiers illicites en provenance d'Afrique dus à des manipulations frauduleuses représentent un montant de 50 milliards de dollars américains par an. En considérant que 1 dollar est égal à 500 francs CFA, ça signifie que chaque année, l'Afrique perd 25 000 milliards de francs CFA, une somme colossale qui permet de financer plusieurs fois les objectifs de développement durable visant à sortir de la misère des centaines de millions d'êtres humains. Par l'ère politique, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, où la France tient une place importante, alimente la faible captation des ressources fiscales. Le monétaire international préfère imposer la TVA plutôt que des impôts progressifs sur les revenus et les entreprises. La Banque mondiale empêche également toute redistribution équitable des richesses en favorisant des investissements sauvages avec son programme Doing Business, notamment leur influence sur la définition ou la révision des codes miniers, du code des investissements, du code pétrolier, du code forestier, etc., afin que ces textes adoptés sur le plan national dans nos pays deviennent très favorables aux grandes entreprises. Le remboursement de la dette est un prétexte pour brader les matières premières. Dans le remboursement de la dette, l'Afrique brade ses ressources naturelles et est forcée par les créanciers de céder les exploitations aux multinationales étrangères. Au Mali, par exemple, le montant total des exonérations s'élevait à 203 milliards de francs CFA en 2015, fois et demi le budget de l'éducation. Au Mali toujours, dans un rapport d'enquête publié en 2007, la Fédération internationale des droits de l'homme a constaté que 890 sur 900 grammes d'or disparaissent dans les mines d'or. Cela veut dire qu'il y a une fausse déclaration de la quantité réellement produite. Quant aux investissements directs étrangers, les rapatriements de profits vers les maisons mères ont augmenté de 16 à 342 milliards de dollars entre 1990 et 2010. Selon le Bureau international du travail, il ne sert à rien d'attirer pour des emplois à n'importe quel prix si tout ou partie des gains qui en résultent ne restent pas dans le pays. Le problème, c'est donc la capacité des pays en développement à gérer plutôt les tensions entre les objectifs de développement et les intérêts financiers des firmes transnationales qui déterminent le degré d'efficacité des investissements directs étrangers en termes de développement. Alors, si on doit sortir du Covid 2019, il y aura un ensemble de leçons à retenir. Pour vous, quelles sont les leçons que vous pouvez partager avec vos partenaires africains, avec les États africains et la société civile africaine? Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que ça pèse lourdement sur les capacités des États africains. Il devient donc urgent de faire payer aux multinationales des impôts proportionnels à leurs bénéfices. Enfin, la lutte contre les paradis fiscaux et judiciaires représente un est de réunification similaire au sud comme au nord, avec la volonté commune de financer la consolidation progressive des biens publics à l'échelle mondiale.
Pour ce faire, le CADTM Afrique, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, dresse un certain nombre de recommandations devant être appliquées, fiscales puissent devenir une réalité dans nos pays et afin que les chefs d'État africains puissent enfin honorer à leurs engagements politiques. Et la première recommandation, c'est quoi? C'est autoriser l'administration fiscale à vérifier les comptes consolidés des sociétés multinationales et notamment le retrait des comptes intercompagnies, c'est-à-dire entre les différentes entités du groupe. D'œuvrer activement pour le renforcement des moyens de lutte contre la corruption à la suppression du secret bancaire, principe au cœur des paradis fiscaux et judiciaires, et à la transmission automatique des données fiscales entre territoires et réaliser un audit intégral de la dette des pays africains avec une participation active des citoyens en vue d'annuler ces parties illégitimes, ces parties illégales, ces parties odieuses et de les investir dans les secteurs sociaux de base. Affirmer le droit à des réparations et ou à des compensations aux peuples victimes du pillage colonial et de la spoliation par le mécanisme de la dette. Financer les pays du Sud. Or, l'aide publique au développement par des prêts à taux zéro, remboursables en tout ou partie dans la devise souhaitée par le débiteur. Exproprier les biens mal acquis par les gouvernants du Nord et les classes dominantes du Sud et les rétrocéder aux populations concernées et sous leur contrôle. Donc, c'est pour dire que l'après-Covid-19 doit nécessiter une réforme internationale de la fiscalité afin que l'Afrique puisse enfin connaître un essor économique et social. Parce qu'on se pose plein de questions. L'Afrique n'est pas pauvre, mais elle est appauvrie. C'est pourquoi, dans le terme mondialiste, on refuse qu'on appelle les États africains les États pauvres. Nous ne sommes pas des États pauvres, nous sommes des États appauvris. Il faut que cela soit compris. Et beaucoup de chercheurs disent à la fin de leurs recherches, à quand l'Afrique? Cette réponse ne viendra que lorsque il y aura une véritable réforme internationale de la fiscalité. Mais aussi que le principe de justice fiscale soit beaucoup plus appliqué de façon rigoureuse, sans distinction. C'est par cette route-là que nous puissions voir enfin le bout du tunnel. Et merci beaucoup, camarade Idriss. Ce fut un plaisir pour moi de partager ces infos capitales avec vous, afin que d'autres Africains aussi puissent connaître aujourd'hui dans notre continent. Et que le discours qui est présenté, disant que c'est le Nord qui finance le Sud, que c'est un discours contraire, c'est un discours totalement faux et erroné. C'est au contraire le Sud qui finance le Nord. Voilà, c'est la fin de ce programme. Je précise que le mois prochain, nous reviendrons encore sur cette affaire du Covid qui a été l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir se rendre compte de la grande inégalité qui existe dans les réponses. Il y a le manque de solidarité internationale avec Oxfam qui est en train de déclarer qu'on aura encore plus de pauvres que par le passé. Vous écouterez d'ailleurs à ce propos une entrevue avec des responsables de Oxfam. D'ici là, respectez les consignes de distanciation, lavez-vous les mains, protégez-vous le nez avec un masque que vous aurez acheté ou fabriqué. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur notre page de podcast imposocial.libsyn.com Libsyn avec SYN à la fin, ou encore sur notre page YouTube www.imposetjusticesociale.com. Mais vous pouvez aussi interagir avec nous sur notre page Twitter, hashtag Impôt Social, ou sur notre page Facebook, Impôt et Justice Sociale. Et pour ceux qui le peuvent, allez sur Stitcher pour écouter l'information, allez sur Stitcher pour pouvoir écouter le podcast. Prenez soin de vous, à très prochainement. N'oubliez pas, restez en forme. Il y a encore de nombreux podcasts à suivre. Il y a encore une grosse bataille pour la justice fiscale en Afrique. Merci Idriss Linch pour cette éclairante émission. Pour toute question ou suggestion concernant l'émission, vous pouvez nous joindre à l'adresse mail contact@rfpi.eu. Pour nous envoyer vos rapports d'écoute, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qsl@rfpi.eu. Nous vous souhaitons une belle soirée et une belle semaine.